Alors, on enchaîne. Bonjour Amata et merci beaucoup d'être avec nous pour aborder notre thématique du droit à l'éducation et son importance pour le rôle de la femme dans la société. Tu es consultante, professeure et fashion business expert. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler d'éducation et du droit des femmes à l'éducation et de l'éducation de manière plus large en cette journée en fait qui est importante. Moi, je m'appelle donc Ramata. Je suis, comme tu l'as dit, professeure. J'interviens dans différentes écoles de commerce, écoles de mode, auprès d'étudiants qui sont en niveau bachelor, master et MBA. J'interviens essentiellement en France. Et en parallèle de ça, je suis consultante. Je vais accompagner des entrepreneurs et des porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. Donc, je vais les accompagner de A à Z dans la gestion en fait de leur projet. Et voilà. Super, merci beaucoup. Alors, ma première question pour toi, c'est quel est le rôle du coup de l'éducation dans ta vie et dans ta carrière? Alors pour moi, j'ai un attachement particulier à l'éducation parce que moi, je suis issue d'une famille de profs en fait. Du côté de mon père en tout cas. Ils sont tous, mes oncles en fait, ils sont tous professeurs d'école en fait. Donc il y a toujours eu ça dans ma famille. J'ai toujours vu ça en fait, le fait de transmettre, le fait de prendre du temps avec ce côté lien entre les générations, entre les plus vieux et les plus jeunes. Donc pour moi, ça fait partie intégrante en fait de la famille. Et c'est pas quelque chose que je considère comme un devoir, c'est vraiment quelque chose de complètement inné en fait, et qui me paraît très important dans la construction et dans la structure d'un individu. Donc l'école, je l'associe pas seulement à une institution des pouvoirs publics qui permet de former des bons citoyens. Je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait à la maison. Et dans l'éducation, j'entends pas seulement apprendre l'histoire, apprendre les sciences, il y a aussi un savoir-être et un savoir-vivre en société. Et parfois, on associe l'éducation à un niveau de diplôme pour atteindre un certain type de poste. Et parfois, on peut négliger le côté apprendre simplement à être une bonne personne. Et en fait, ça s'apprend. Et puis, ça s'apprend à tous les âges de sa vie. C'est-à-dire que de même qu'on peut toujours apprendre dans n'importe quel domaine et se dire demain, je vais acquérir des compétences dans un domaine que je ne maîtrise pas, je pense qu'il est bon aussi de revenir à des fondamentaux qui sont le vivre ensemble, le respect des uns et des autres, et avec tous les phénomènes qu'on a pu voir en ce moment sur l'inclusivité, la diversité, ça me semble d'autant plus important de placer l'éducation au cœur en fait de tous les processus et à tous les niveaux. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de central pour le vivre ensemble. Ouais, merci beaucoup. Si tu devais définir ce que signifie pour toi l'éducation en 3 mots, ce serait quoi du coup? Alors pour moi, c'est de la richesse. Parfois, on associe la richesse à quelque chose de pécunier, à quelque chose finalement à un produit intérieur brut, à une somme d'argent. Je pense que quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un d'extrêmement riche en fait, qui a des choses à partager, qui a des choses à donner, et c'est quelque chose qui a une valeur en fait inestimable. En fait, il n'y a aucune stock option qui peut valoriser en fait l'éducation. Donc je pense que déjà c'est une richesse. C'est aussi un moyen en fait de transmission de patrimoine en fait vraiment, et patrimoine intellectuel, patrimoine culturel. Et donc être privé d'éducation quelque part, c'est finalement être privé de son histoire en fait, de sa capacité à se raconter. Et puis on l'a vu dans beaucoup de populations, parfois l'histoire et la manière dont elle est racontée et l'école, c'est dominé par un certain type de pensée. Donc, quand on veut transmettre un certain discours, ça peut passer par l'école, ça peut passer par l'endoctrinement. Donc, l'école, c'est aussi une arme. Et quand c'est mal utilisé, ça peut être extrêmement dangereux. Par contre, quand c'est bien utilisé, ça forme des êtres qui vont demain pouvoir prendre les rênes de la société et pouvoir apporter vraiment, être des bons contributeurs. Et donc, pour moi, vraiment, l'éducation, elle est essentielle par rapport à ça. Donc, j'ai dit richesse, j'ai dit transmission de patrimoine. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre je vais être un peu. Moi, à l'école, j'étais quand même
la petite Fayotte, je suis désolée, qui levait la main, qui faisait ses devoirs. Ouais, vraiment, j'étais comme ça. Moi, je le suis encore un petit peu. Et donc, je trouve que c'est aussi un lieu où on apprend à être avec les autres, en fait, et on apprend sa propre identité, en fait. C'est le premier lieu dans lequel on arrive en dehors de sa famille. Et on apprend, en fait, a priori, ses premiers amis, on les a à l'école, ses premières bagarres, on les a à l'école, ses premiers amours, on les a à l'école. Donc, c'est un peu un rite de passage, en fait. Et donc, du coup, je trouve qu'autour de ça, il y a un côté, c'est une forme de mémoire, quoi. En général, on a des bons souvenirs d'enfance. En général, quand on se rappelle de son passé, enfin, j'espère pour beaucoup en tout cas, Ouais. on l'associe à l'école à quelque chose de positif. Donc, je trouve que voilà, il y a ce côté un peu mémoire aussi que j'ajouterais avec l'école. Ouais, non, non, c'est sûr. Et du coup, je voulais te poser une question par rapport à ta vision de l'éducation en France. Tu disais qu'il y avait pas mal de bons côtés. Enfin, l'école, par exemple, c'était carrément une espèce de training, tu sais, pour ta vie future. Mais du coup, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi les avantages en France, mais aussi les lacunes de l'éducation? Alors, les avantages, c'est que bah, c'est accessible dès le plus jeune âge, que c'est gratuit, que finalement, quel que soit, que c'est laïque. Donc, finalement, quelles que soient ses origines, sa culture ou autre, on peut se retrouver dans un environnement où on va tous apprendre ensemble. Et puis, enfin, moi, clairement, le système d'éducation français m'a permis d'accéder à une classe préparatoire, à une école de commerce. Donc, et du coup, moi, c'était des environnements, des univers que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est un vrai outil de mobilité sociale. Et de ce point de vue-là, moi, je suis vraiment un exemple du fait que ça peut très, très bien fonctionner. Après, c'est quand même aussi un système qui entretient une forme d'élite et de reproduction sociale. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai fait une classe préparatoire à une grande école de commerce. Mes parents ne connaissaient pas du tout ce que c'était. Moi non plus, j'ai découvert ça en terminale. Il y en a en fait qui sont élevés à être préparés à faire une classe prépa, à rentrer dans le meilleur lycée, à rentrer dans la meilleure école. Et donc, il y a quand même ce système d'élite qui se crée, qui se constitue dans les écoles, qui sont entretenues. Et il y a un vrai sujet de manque de diversité, manque d'inclusivité, manque de brassage culturel. Et donc, on va avoir un certain nombre d'écoles dans lesquelles on retrouve le même type de profil d'individus. Qui sont issus d'un certain background, de certaines familles, et il n'y a pas en fait comment dire, cette mission première de l'école qui est de donner à chacun les mêmes chances. Il y a récemment en fait un article qui est paru dans Le Monde qui faisait le bilan du fait que les écoles de commerce, les universités n'avaient pas forcément réussi leur mission par rapport à ça, par rapport en tout cas à l'accès à chacun aux mêmes chances pour pouvoir accéder à des postes, accéder à des opportunités. Donc il y a une vraie ambivalence. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire si on est un bon élève et qu'on travaille bien, on peut avoir des opportunités. Malgré ça, ça reste quand même assez élitiste. Et donc, en plus d'être un très bon élève et d'être très bon, il faut savoir développer son réseau assez tôt pour pouvoir avoir accès aux meilleures chances que les autres. Et donc, ça reste une vérité qui est au sein de l'école, mais aussi au sein de certaines entreprises contre lesquelles, hélas, on a du mal à lutter. Et je ne pense pas que ce soit un phénomène que franco-français, hélas. Donc, faut s'armer de beaucoup de volonté, en tout cas. Et c'est pour ça que pour moi, l'éducation, ça doit être un plan. On doit se faire son propre plan de formation et être exigeant avec soi-même pour se donner les moyens d'y arriver. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le système éducatif qui nous donne tout. Parce que clairement, il y a des lacunes auxquelles il faut pouvoir pallier par soi-même, en fait. Ouais. Non, non, je comprends. Mais du coup, Et ah oui, vas-y, oui, Ophélie. j'ai une petite question. Bonjour Amata. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé en fait, toi en tant qu'étudiante, est-ce que c'est un critère c'est quelque chose que tu as pu observer quand tu étais étudiante ou c'est vraiment quand tu as appris, quand tu as grandi et que tu as mûri, que tu as observé ce phénomène d'élite justement dans ces écoles ou toi en tant qu'étudiante, tu le vivais de manière un peu normale et voilà, c'est pas quelque chose que tu avais remarqué auparavant? Alors moi, j'ai toujours su, moi je suis issue de, mes parents ils sont arrivés en France à la fin des années 70, donc moi j'ai toujours su que j'étais dans un environnement dans lequel, je dirais pas que j'étais pas privilégiée, mais en tout cas que je faisais pas partie de l'élite en fait, et que j'avais des choses à prouver, à montrer. Donc moi j'arrivais en école en ayant cette conscience-là, et moi mes parents m'ont éduquée en me disant que c'est l'école qui allait me permettre je dirais pas me sortir d'une situation, mais ça allait m'emmener quelque part en tout cas. Et que c'était sûr que c'est ce qui allait me permettre d'atteindre tous les objectifs possibles et imaginables. Le premier levier, c'était pour moi l'école en fait.
Donc moi, quand j'arrive en prépa, je suis la seule fille noire. Et quand toutes les vacances arrivent, avant d'arriver en classe préparatoire, moi, j'ai bûché comme une dingue et j'étais extrêmement stressée parce que je savais que j'allais arriver dans un milieu qui n'était pas le mien, que j'avais pas les mêmes codes, et j'étais très impressionnée. Donc, du coup, pour moi, ça a été vraiment quand même de la pression. Après, que j'ai bien vécu par la suite et qui n'a pas été parce que j'avais beaucoup bossé, mais j'ai eu cette démarche indépendante et individuelle de faire ce travail-là. Donc, aujourd'hui, je pense quand même que globalement, les étudiants ne sont pas naïfs par rapport à la situation dans laquelle ils sont et par rapport à la réalité de ce qui peut leur être offert en termes d'éducation et d'opportunités. On sait qu'on a un travail personnel à, à apporter, à mettre en œuvre. Pour moi, c'est comme un sportif de haut niveau, quoi. C'est-à-dire que le terrain, il est là, mais c'est à nous d'y aller, c'est à nous de nous battre pour pouvoir gagner la compétition et qu'il n'y a pas de... j'aime pas trop l'expression no pain, no gain parce qu'on part forcément du principe qu'il y a de la souffrance donc moi, je suis pas trop dans ces codes-là. En tout cas, il y a de la détermination, il y a de l'ambition, il y a de l'acharnement, mais qui n'est pas forcément une souffrance, qui peut être quelque chose qu'on vit bien parce qu'on aime apprendre. Et donc, moi, je ne l'ai pas vécu comme une souffrance, mais en tout cas, je savais qu'il fallait se battre, quoi. Et j'étais prête au combat. Très bien, c'est ça qu'on aime. Mais du coup, on parlait des lacunes du système éducatif. Pour toi, ce serait quoi, du coup, les axes d'amélioration? Tu as mentionné plus d'inclusivité. Mais ouais, du coup, je voudrais savoir quels seraient les axes d'amélioration du système éducatif français et comment est-ce qu'on pourrait soutenir les femmes par rapport à ça? Du coup, je pense que... Alors moi, je suis très pro-initiative privée. Donc, je pars pas du principe que c'est le ministère de l'Éducation qui va nous apporter comment dire, des lois qui vont faire que tout va changer. Je pense que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus et qu'on n'a pas forcément comment dire, obtenu les réponses. Donc, je pense que c'est de sensibiliser très tôt les étudiants, même j'ai envie de dire les enfants, assez tôt sur... Parfois, je trouve qu'il y a comment dire, qu'on commence à nous parler de notre évolution professionnelle à partir du lycée. Et quelque part, c'est peut-être même un peu tard, en fait. Alors, on n'a pas forcément une idée précise de ce qu'on a envie de faire, mais en tout cas, sur le comment être en entreprise, comment ça se passe, la vie en entreprise par rapport à ce qui se passe, en fait, en école. Donc, je pense qu'il y a des initiatives individuelles qui doivent permettre aux étudiants, soit par le sport, soit par du mentoring aussi, d'avoir, en fait, quelqu'un à qui on va pouvoir parler, qui va nous donner les codes de vie en société, un petit peu en dehors du périmètre de l'école. Moi, je trouve que dans la culture américaine, le côté coaching, le côté mentoring, c'est quelque chose qui est très répandu. En France, c'est quelque chose avec lequel on est un peu sceptique. Il y a ce côté un peu fier des Français, le pays de la liberté, de la grande culture, qui est, nous, on sait, en fait. Nous, on connaît. Donc, du coup, appeler un coach, c'est un peu comme si on était dans une situation de besoin d'aide. Alors que pour moi, c'est quelqu'un qui nous rend encore plus performants. En fait, c'est quelqu'un qui nous, finalement, ouvre l'esprit sur des choses qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je sais qu'assez naturellement, là, depuis l'année dernière, j'ai commencé à mentorer des jeunes diplômés sortis d'école. Et je vois bien qu'il y a un certain nombre de choses parce que c'est personnalisé, parce que je prends le temps. Je leur apporte des clés qu'elles n'auraient pas forcément à l'école, qu'elles n'auraient pas forcément au sein de leur famille et qui leur donnent un regard extérieur. Et puis après, une fois qu'elles ont pris ce pli-là, elles vont avoir l'habitude de se dire, parce qu'il y a aussi un côté quand on est jeune étudiant, on n'ose pas forcément frapper à la porte d'un professionnel. On se dit qu'il n'aura pas le temps, qu'il ne sera pas disponible, ou juste on ne saura pas comment lui parler et quoi lui dire. Et moi, je les invite vraiment à se dire, mais si vous avez, quelles que soient en fait les ambitions professionnelles que vous avez, il faut faire la liste des personnes que vous avez envie de contacter et puis il faut aller leur parler en fait. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, elles ne sont pas si inaccessibles que ça et qu'elles vont au contraire être intéressées par cette discussion. Donc moi, j'invite vraiment chacun à se responsabiliser sur écrire son parcours de formation, écrire sa propre histoire et puis se donner les moyens. Donc, en rencontrant des personnes, en échangeant régulièrement, ça peut être le même sur une longue période, ça peut être plusieurs personnes différentes. Mais en tout cas, il ne faut pas rester enfermé dans son cercle. Il faut vraiment aller chercher... Vas-y. Excusez-moi, j'ai bugué. J'ai pas compris. Non, t'inquiète.
Du coup, ça m'a fait bizarre. Donc, je disais, ouais, je pense qu'il y a quelque chose autour de l'initiative personnelle et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager, en fait. Faut vraiment, moi, j'ai vraiment, je parle souvent des rêves, en fait, et de se dire, faut s'écrire son rêve et puis faut pas se dire, c'est impossible, c'est inaccessible. Au contraire, faut se dire, mais il faut y aller, il n'y a pas de raison. Et faut aller, et à chaque fois, je dis, faut aller frapper à la porte. Faut pas se dire, j'aimerais travailler chez Nike et du coup, je vais essayer de voir si je peux parler à une assistante. Je dis, non, il faut parler au patron. Il faut parler à la personne. Donc, il faut faire la liste des board members, il faut faire la liste des personnes les plus influentes. Et c'est à ces personnes-là qu'il faut parler. Et parfois, en fait, les étudiants sont intimidés. Et quand ils se rendent compte que ces personnes-là sont accessibles, ils se disent, mais ils ont l'impression d'avoir accompli un truc génial juste d'avoir passé un coup de fil. Et de là, ils entreprennent une démarche qui vont garder tout au long de leur vie. Et ils vont être quelque part moins frileux à l'idée de se confronter à de la difficulté et ils vont sentir que il y a plein de choses qui sont possibles en fait. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté prends-toi en main en fait, qui est important. Super. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu es professeur. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton travail de lutte contre les inégalités liées à l'éducation? Alors, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est le mentoring. Au sein des écoles, en fait, on n'a pas d'action à proprement parler quand on est prof pour dire, voilà, on a identifié qu'il y avait peut-être plus de filles que de garçons ou autre, donc on va mettre quelque chose en place. Si c'est pas en fait un programme qui est établi au sein de l'école, en tant que professeur, à son niveau, on peut chercher à sensibiliser, mais c'est pas forcément pour ça qu'on est challengé. Donc ça va être vraiment une initiative personnelle de prendre du temps à un moment donné pour se dire, tiens, je sens que peut-être tel étudiant a peut-être une difficulté, ou je sens que telle personne a besoin d'échanger avec moi après, par ailleurs. Donc c'est de la disponibilité d'abord que je cherche à donner, tout simplement, de l'accessibilité. Donc moi, j'ai des étudiants qui m'envoient des messages sur Instagram. Donc pour parler des cours, c'est pas donc du coup ou pour me dire tel devoir, je voulais envoyer, est-ce que vous l'avez eu. Du coup cette disponibilité là, elle fait qu'il n'y a pas comment dire une espèce de barrière entre ce côté prof et étudiant. Il y a toujours du respect. C'est vrai qu'ils vont me contacter par différents biais, mais c'est toujours dans un extrême respect. Et donc, je pense que moi, je suis pas pour cette espèce de frontière et cette cassure entre l'étudiant et le professeur. Je pense que plus on établit un lien d'accessibilité et de facilité d'échange, plus surtout dans le contexte dans lequel on a été ces derniers mois où on n'a pas pu se voir, on a été beaucoup à distance. Donc là, moi, j'ai commencé à reprendre des cours en présentiel et la première chose que j'ai fait, c'est alors on va pas se servir d'un ordinateur parce que là, ça fait 1 an qu'on fait des connexions en visio. Donc, on va faire des jeux de rôle, on va faire des choses pour aller créer de l'interaction et pour surtout pas se retrouver encore face à un écran. Donc, je pense que moi, mon travail, c'est vraiment de chercher à être au plus proche, en fait, d'eux, de manière à vraiment comprendre leurs enjeux, en fait, leurs difficultés et pas être aussi dans ce truc où parfois, quand on est l'adulte ou on est le professeur, on a le sentiment qu'on sait mieux qu'eux, on connaît, on est déjà passé par là, on a déjà les clés. Donc, parfois, on peut balayer d'un revers de la main des challenges ou des explications qu'ils peuvent nous donner ou des questions qu'ils peuvent avoir en se disant, mais si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas bien suivi le cours ou autre. Moi, j'essaie toujours de prendre du temps par rapport à ça parce que je sais combien certains étudiants, ils sont pas forcément à l'aise en fait pour aller frapper à la porte d'un professeur, poser des questions. Et donc, moi, j'essaie d'être au maximum à l'écoute parce que je sais que ce qu'ils vivent aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu moi. Ça n'a rien à voir avec ce que d'autres peuvent vivre et que donc, j'essaie d'écouter en fait chacune des individualités, même si c'est pas forcément facile quand on a une classe d'une trentaine d'étudiants, mais je pense que les dynamiques de groupe, elles sont intéressantes, mais il faut aussi savoir aller chercher certaines individualités pour pouvoir s'assurer qu'on puisse vraiment donner à chacun la chance de pouvoir s'épanouir au maximum. Ouais, et puis faire preuve d'empathie, c'est hyper important, comme tu disais. Ma dernière question pour toi. Quand tu penses au futur, qu'est-ce qui t'inspire et te donne espoir du coup? Moi, je suis une rêveuse, donc que je pense au futur ou au présent, je suis toujours très positive, très optimiste. Moi, toutes les dynamiques comment dire, d'aujourd'hui, d'inclusivité, de diversité, où de plus en plus, en fait, on donne la voix à chacun, qu'il s'agisse effectivement des genres, mais qu'il s'agisse des races, des origines, des religions, tout ce qui peut en fait favoriser l'inclusivité.
Moi, c'est vraiment des sujets qui me tiennent énormément à cœur, qui sont importants pour moi, sur lesquels je travaille, sur lesquels je cherche à sensibiliser des patrons d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de, finalement, j'ai pas envie de dire d'erreurs, mais de choses qui sont faites vraiment par méconnaissance. Il n'y a pas une volonté vraiment de ne pas donner la chance aux femmes ou de ne pas donner la chance à des minorités. Il y a une ignorance en fait. Et il y a aussi une invisibilité qui fait qu'en fait on n'y pense pas, en fait on ne voit pas le problème. Et donc c'est un peu, ouais, c'est un peu cheesy ce que je veux dire, mais je rêve d'un monde où il y ait une vraie inclusivité en fait et que ce soit pas quelque chose d'opportuniste. Il y a eu un bad buzz, donc on va mettre plus de femmes ou plus de noirs ou plus de. Je rêve vraiment d'un monde où on va intégrer vraiment sincèrement les minorités de manière à ce qu'on puisse donner à chacun de vraies opportunités. Et pour moi, aller vers ça, ça passe. Effectivement, il faut un temps où on réunit les femmes entre elles, on réunit les minorités entre elles et on leur donne de la force, on leur donne des moyens. Mais il faut aussi que les hommes fassent partie de la conversation, que les uns et les autres puissent échanger ensemble. Parce que sinon, ça crée finalement des communautés qui s'opposent au lieu d'être dans un environnement où on va vraiment chercher à comprendre, à se comprendre les uns et les autres. Et plutôt que d'être en opposition, de se dire, OK, mais en fait, ce système qui s'est perpétué, c'était pas une volonté ferme et définitive de créer de l'inégalité, mais c'est un héritage contre lequel en fait on ne s'est jamais battu. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des hommes qui font partie du combat de la lutte contre les inégalités, et je pense qu'il ne faut pas les exclure. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans des démarches inclusives et que dans nos échanges, on puisse se dire que eux aussi ils font partie de la solution en fait. Ils font partie du problème et de la solution. Et donc pour moi, c'est vraiment important que quels que soient les combats qu'on mène, qu'on s'assure d'avoir tout le monde autour de la table de manière à pouvoir s'assurer de proposer une solution qui soit vraiment positive dans la durée, en fait. Ouais, échanger, être inclusif, c'est juste tellement important. Pour les membres de LBE Mentoring, est-ce qu'on a peut-être une dernière question pour Amata? N'hésitez pas à intervenir. Good. Super. Merci beaucoup, Ramata, pour ton intervention. Franchement, c'était top. J'adore. Johanna, à toi. Ouais, on va continuer toujours sur le thème de l'éducation. C'était hyper riche et hyper intéressant avec toi, Ramata, parce que tu as le point de vue d'une active qui est dans la vie active, qui a du recul, qui peut analyser les choses. Maintenant, on va avoir un autre point de vue. On a la chance et l'honneur de recevoir Ophélie Mézineau, que vous devez certainement connaître en tant que Miss Europe 2019. Elle est aussi mannequin et entrepreneuse. Et elle a repris ses études, donc on peut aussi dire qu'elle est étudiante. Et Ophélie, tu es parmi nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on est ravis de te recevoir parce que ce qui est intéressant chez toi, c'est ton parcours atypique. Et c'est vrai que tu as un rapport aussi particulier à l'éducation. Et c'est intéressant de voir à travers ton prisme à toi, ton point de vue sur l'importance de l'éducation dans notre place dans la société. Donc, c'est intéressant d'ailleurs de commencer par te présenter toi. Parce que c'est vrai que je t'ai présenté avec des mots forts. Je dis entrepreneuse, Miss Europe. Comment tu aimerais qu'on te définisse là aujourd'hui ? Du coup, c'est tout ça, c'est tout ça en même temps. Mais en effet, j'ai eu la chance et l'honneur d'être élue Miss World Europe 2019 et première dauphine de Miss Monde. Et j'ai aussi été élue Miss Guadeloupe et première dauphine de Miss France. Ça, c'est une parenthèse qui dure encore aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, parce que j'ai encore ce titre jusqu'à la fin de l'année. Mais avant tout ça, j'ai aussi été étudiante. J'ai passé un baccalauréat scientifique. J'ai fait 2 années de classe préparatoire scientifique spécialisée en biologie. J'ai fait 2 années de césure, voilà, j'ai profité un peu des opportunités et je profite encore aujourd'hui de tout ça. Et aujourd'hui, maintenant, je suis auto-entrepreneuse en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai repris mes études à l'EDEC. On va en parler, ne dévoile pas tout. Oui, et je viens juste d'intégrer une agence de mannequins à Metropolitan Models à Paris. Donc voilà, j'ai plusieurs facettes. Donc, millions de facettes. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à ta facette autour de l'éducation et de tes études. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Je sais que tu as fait des études dans le domaine de la science. On va parler pour commencer un peu orientation scolaire, parce que l'éducation, elle commence tôt. Elle commence dès le collège, dès le lycée. Toi, quel rapport tu as eu avec ton orientation? Comment tu t'es dirigée? Est-ce que tu as été conseillée? C'est intéressant d'avoir cette partie-là.
C'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu comme Ramata, toujours celle qui levait la main, hyper curieuse, etc. J'étais aussi une enfant en avance. J'ai sauté des classes. Du coup, j'étais toujours un petit peu précoce par rapport à tout ça. J'ai toujours été une hyperactive. Et il est vrai qu'auparavant, même si j'avais des facilités, j'essayais de m'intéresser à beaucoup plus de choses, j'étais, sans vous mentir, à fond sur le sport. Alors, c'est comme ça que j'étais à fond sur le sport, je voulais absolument faire les Jeux Olympiques et voilà, mais je restais quand même concentrée sur l'école et c'est quelque chose qui me passionnait, j'adorais apprendre et j'adore encore apprendre aujourd'hui. J'ai pas forcément été conseillée ou orientée parce que voilà, j'ai vécu dans un environnement familial où j'ai surtout dû me débrouiller seule depuis très très petite parce que je suis une enfant de parents handicapés. Et du coup, j'ai toujours dû me débrouiller toute seule par rapport à ça, sans forcément avoir besoin d'aide, etc. Donc, je fais partie peut-être des étudiantes ou des élèves qui ne demandaient pas forcément d'aide, qui restaient souvent dans son coin. Mais j'ai réussi à faire mon petit chemin sans forcément savoir où j'allais. Mais je me disais que l'objectif, c'était que je puisse rentrer dans une formation qui me permettait d'avoir le choix, qui Alors, me permettait. on dit souvent, tu vois, que le système scolaire, c'est un ascenseur social. Donc, toute personne qui peut bénéficier de sa scolarité peut accéder à l'élévation sociale. Toi, tu dis que ton contexte pour travailler à la maison n'était pas idéal. Est-ce qu'avec ton recul, tu penses que n'importe qui, peu importe ce que tu vis à la maison, l'école est suffisante pour accéder au choix de carrière de nos choix? Ou est-ce que tu penses que malheureusement, il y a une partie de ce que tu vis dans ton intimité, au sein de ta famille qui est aussi hyper importante? L'un ne va pas sans l'autre, vraiment, pour l'avoir vécu. Voilà, on a tous des profils différents, on a tous une sensibilité différente et on réagit tous à ce type de problème externe de manière différente. Voilà, il y a énormément d'enfants qui vivent dans des contextes familiaux difficiles, avec, je sais pas, des difficultés financières, familiales, voilà, psychologiques, qui peuvent être en dépression, qu'importe. Et on n'a pas forcément toute la résistance à ce type d'événement. Et je pense qu'il est important justement de prendre en compte tous ces paramètres externes. On peut être curieux à l'école, intéressé par l'école, mais voilà, ça, une fois qu'on rentre chez nous, on a besoin d'un environnement stable pour continuer à travailler, à réviser et réussir tout simplement. Et c'est vrai que moi, ça a rarement été le cas. Et malgré le fait que je sois entêtée et que j'avais envie d'apprendre, voilà, quand votre environnement est un peu perturbé continuellement, vous avez beau vous battre tout le temps, c'est difficile, même pour une personne qui est déterminée, qui en a envie. Je pense qu'il est important justement, comme des programmes pour le mentoring, là, qui s'adressent à des personnes un petit peu plus âgées, qui sont, voilà, qui sont souvent majeures ou autres, d'accompagner ces enfants peut-être dès le collège ou même dès la primaire, parce que les difficultés, elles n'ont pas d'âge pour arriver, hein, voilà. Donc, c'est important, je pense, d'accompagner les enfants, pas que sur le plan éducatif, mais se questionner sur qu'est-ce qui se passe chez eux. Sont-ils dans des bonnes conditions? Ont-ils besoin d'une aide externe plus que justement faire des exercices? Ils ont peut-être besoin de parler, de s'exprimer et trouver des personnes ou des organismes qui peuvent les aider. Et si tu dois le calquer à ton expérience à toi, qui du coup n'avait pas un contexte parfait à la maison, qu'est-ce qui t'a permis de te raccrocher pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui vivent des choses difficiles à la maison? Toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce qui t'a permis de te dire chaque jour, oh non, Ophélie, là, il faut y aller? Ben, justement, il y a eu deux choses. Il y a eu notamment le sport, parce que avant, ben, malheureusement, je me suis blessée, donc j'ai un peu oublié tous ces objectifs par rapport au sport, mais je faisais de l'athlétisme, du handball, de l'équitation, donc en fait, c'était quelque chose qui me permettait d'extérioriser, de sortir de chez moi, de sortir de ce contexte. Et voilà, après, je suis une hyperactive, donc ça me plaisait, mais il y avait aussi ce rêve de devenir Miss France. Ça pouvait paraître bête, mais tous les jours, en fait, je me disais, quand tu auras 18 ans, tu auras peut-être l'occasion de te présenter, mais pour cela, il faut quand même que tu aies ton diplôme, il faut que tu aies quelque chose dans la main. Et en fait, je me raccrochais à un rêve
Je savais pas si ça allait arriver, mais tous les matins, c'est la chose que je me répétais. Et je me souviens très bien, c'est par exemple au lycée, tous les matins, je me disais, Ophélie, tu dois travailler parce que tu dois réaliser ton rêve. Et même si ça n'a rien à voir, hein, peut-être Miss et mon diplôme, mais c'est comme ça que je formulais les choses. Et moi, je suis une grande rêveuse. Et en fait, avoir un rêve, ça me permettait de me raccrocher à quelque chose et de me dire que tous les jours, je travaille pour ça. Et c'est pour ça que j'aime pas quand Enfin, après, chacun a sa vision des choses, mais quand on interdit aux jeunes de rêver. On interdit aux jeunes de rêver, de leur dire que bon, c'est bon, arrête de rêver, maintenant on passe aux choses sérieuses. Non, justement, je pense que c'est ce qui nous anime, ce qui moi m'anime. Et voilà, si je perds justement cette étincelle, je n'ai plus cette motivation. Et ça, c'est ce qui m'a motivée tous les jours de me dire, bon, tu réaliseras ton rêve, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et voilà, c'est ce qui s'est passé et ça m'a donné la motivation nécessaire pour continuer et me lever tous les matins. Alors là, on parle rêve et du coup, on va revenir au parcours scolaire. Comment tu t'es dirigée vers les sciences? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été juste une envie? Explique-nous aussi quel a été ton cheminement. Alors, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était science, l'être vivant. C'était plus par curiosité, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé ça depuis très très petite. Et j'avais plus de facilité là-dedans. Donc, au final, je me suis dirigée dans cette matière. Mais au final, depuis la seconde, j'ai toujours voulu aller en école de commerce. Malheureusement, les écoles de commerce, surtout lorsqu'on habite, par exemple, moi j'habitais aux Antilles, en Guadeloupe, il n'y a pas déjà d'école de commerce aux Antilles. Et du coup, étant dans une famille qui n'avait pas forcément les moyens, on m'a tout de suite dit, bon, financièrement, ça ne sera pas possible pour les écoles de commerce, surtout que souvent en école de commerce, on ne peut pas avoir la bourse, etc. Moi, enfant de parents handicapés qui n'ont pas forcément de métier, c'était difficile. On m'a directement dit, en fait, tu peux oublier. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, tu peux oublier, donc il faut passer à autre chose. Donc, je me suis reportée sur ce que moi j'aimais la science. Je voulais aussi aider les autres. Je me disais peut-être que je pourrais devenir médecin ou je sais pas, je savais pas encore. Du coup, je me suis dirigée là-dedans. Ça m'a plu, c'est une matière qui m'a plu, mais j'ai passé mon baccalauréat et après je suis allée en classe préparatoire scientifique. J'ai aimé tout ce que j'ai appris. J'ai adoré, mais encore une fois, même mes professeurs me disaient, mais en fait, on sait que tu es. Non, mais j'aimais trop diriger les équipes, faire créer des projets, etc. Et c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais même à la fin de ma deuxième année de classe préparatoire, ils savaient que voilà, c'était plus les écoles de commerce qui m'intéressaient. Mais encore une fois, financièrement, je ne pouvais pas me le permettre. Du coup, Et ben là, je me tu fais le suis. pont parfait parce qu'effectivement, maintenant, tu as repris tes études. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ton parcours atypique, c'est que tu as commencé un cursus qui t'a enrichi dans le milieu des sciences. Après, tu as eu une parenthèse qui continue encore avec ces concours et toutes les belles aventures qui te sont arrivées. Et maintenant, tu reprends tes études. J'ai envie que tu nous parles un peu de ce moment charnière un peu dans ta vie. Comment se déroule cette reprise? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est vrai que normalement, c'était absolument pas prévu que je reprenne maintenant. Parce que, voilà, normalement, avec ce titre de première dauphine de Miss Monde, je devais vraiment voyager à travers le monde et apporter mon aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Cependant, le Covid est arrivé et a bousculé nos vies à tous. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai ressenti, en fait, quand j'étais un peu dans le rush, dans cette vie de Miss qui est un peu complètement folle, où on dort très peu, je ne pensais pas à tout ça, mais quand j'ai fait une introspection, je me suis dit, en fait, il me manque quelque chose. Et pendant tout ce moment de confinement, etc., j'avais ce manque de connaissances, en fait. Et au point où ça me gênait vraiment de me dire, je voulais m'intéresser à des sujets. Et même si il y a tout qui est disponible sur Internet, au bout d'un moment, j'avais besoin de concret. J'avais besoin d'avoir des professeurs, des matières, des choses bien construites parce que j'avais vraiment ce manquement de connaissances et je me suis dit, je suis trop curieuse pour me dire que voilà, un jour je vais monter ma société et il y en a qui le font très bien et puis je vais déléguer, puis quelqu'un va faire à ma place et je ne vais pas comprendre ce qui va se passer. Et ça, c'était pas possible pour moi. Et en plus de ça, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça me permettait aussi d'associer, parce qu'en fait, on est auto-entrepreneur hein, quand on devient créateur de contenu. On apprend sur le tas et en général, on y arrive très bien comme ça. Mais j'avais besoin aussi de compléter tout ça avec de vraies connaissances et c'est pour ça que je l'ai fait. Alors, du coup, tu reprends tes
tes études. Est-ce que tu peux nous expliquer quel cursus tu fais? Quel est maintenant le cheminement à faire quand tu quittes tes études, que tu fais une pause et que tu reprends? Est-ce que ça a été compliqué? Comment ça se passe pour tous ceux qui se sont dit, j'ai abandonné, maintenant c'est trop tard, les années sont passées? En fait, non, il n'est pas trop tard, ils peuvent reprendre des études. Comment on reprend des études? Alors justement, moi je suis en troisième année de bachelor management et innovation, spécialité marketing digital à l'EDEC Business School. C'est un cursus 100% en ligne que j'effectue, qui est justement totalement adapté à mes activités de mannequin, créatrice de contenu et de mise, parce que du coup, en fait, c'est vraiment un cursus pour les personnes qui veulent justement reprendre l'école alors qu'ils sont déjà dans la vie active. La moyenne d'âge en gros de mon cursus, je crois que c'est une trentaine d'années. Et du coup, voilà, c'est un cursus en ligne qui nous permet de travailler le soir chez nous, de faire les partiels chez nous, tous les examens chez nous, d'avoir des vidéos, pas très peu de classes, beaucoup de vidéos. Et donc, en fait, oui, c'est possible de reprendre les cours, même si ça demande beaucoup d'investissement personnel. Mais en effet, j'ai, grâce à la classe préparatoire, validé 2 années de bac+2 et donc des ECTS, comme on appelle ça. Et du coup, en fait, certaines écoles de commerce, en fonction de votre projet et des ECTS que vous avez cumulés, vont vous permettre de pouvoir faire la passerelle entre la précédente formation et ce que vous voulez faire par la suite. Voilà. Après, ça dépend, il faut bien étudier la demande, savoir si c'est possible, etc. Parce que c'est pas possible en fonction de tous les cursus. Mais moi, en fait, la seule chose qu'on m'a demandé, c'est de bien décrire mon projet. Et il fallait que j'ai une expérience professionnelle. Et la seule expérience professionnelle que j'avais, c'était le fait que j'avais créé ma micro-entreprise au début. Et du coup, il me fallait, je crois, 6 mois d'expérience. Et sachant que j'avais commencé en janvier, c'était parfait. En novembre, bah voilà, je pouvais reprendre les cours. Donc voilà, il faut vraiment étudier toutes les écoles de commerce en fonction du cursus que vous avez fait avant. Il y en a certaines qui le font, d'autres pas. Peut-être il y en a certaines, vous devez recommencer votre deuxième année, ou etc. Donc c'est comme ça que j'ai repris les cours. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient du coup reprendre des cours, quels conseils tu leur donnerais? Toi qui es en plein dedans, qui dois gérer du coup ta vie active et en même temps ce cursus scolaire, quels conseils, comment on peut mener de front les deux en même temps? Alors, en effet, je pense que dans tous les cas, pour toutes les personnes qui souhaitent reprendre les études et qui sont déjà dans la vie active, je pense que si déjà vous avez la démarche, alors que vous êtes déjà dans la vie active, que vous gagnez peut-être déjà peut-être bien votre vie, mais que vous êtes en quête de connaissances, c'est que déjà vous faites un pas. Un très grand pas de dire, OK, maintenant je vais m'investir dans une formation qui va me prendre du temps, mais vous savez pourquoi vous le faites. Si vous recherchez des cursus, etc., c'est que il vous manque quelque chose. Donc le conseil, c'est que, bon, je sais que c'est pas évident forcément quand on a des enfants, et voilà, moi j'en ai pas encore, mais j'en ai pas encore, donc je sais que c'est différent, mais voilà, je pense que ça peut être une année où il va falloir peut-être mettre beaucoup plus d'énergie et il va falloir bien s'organiser. Mais en tout cas, vous ne regretterez pas votre choix si c'est vraiment ce dont vous avez besoin, si ça vous permet d'aller plus loin dans vos connaissances ou aller plus loin dans votre poste, ben, c'est quelque chose à faire. Et c'est surtout que, par exemple, moi, mon cursus, il est vraiment totalement adapté à des parents ou à des personnes qui sont déjà en entreprise, parce que vous rentrez chez vous, vous travaillez et puis vous n'avez pas besoin d'aller sur un campus pour faire les examens, etc. C'est vrai qu'on dit souvent que l'éducation et les études, c'est l'ascenseur social, mais c'est pas non plus les seules clés de la réussite. On en a parlé avec Ramata juste avant, qui expliquait qu'elle avait plein d'activités où elle accompagnait des jeunes au-delà des études pour exprimer qu'il y avait le réseau et plein d'autres choses. Est-ce que c'est des thématiques qui à toi te parlent? Est-ce que tu te dis simplement avec les études, la réussite est assurée, ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres clés à savoir qu'on n'apprend pas forcément dans un cursus scolaire? Non, je pense que justement, en fait, c'est peut-être quand on parlait un peu d'erreurs parfois dans notre système éducatif, pas tous, mais voilà, c'est la phrase qu'on nous dit toujours. Si tu travailles à l'école, tu auras un métier. Voilà, on dirait qu'on nous rentre ça dans la tête depuis qu'on est super jeune et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et au final, en fait, les jeunes qui se disent, bon, bah, c'est comme ça que je vais y arriver, une fois qu'ils arrivent dans la vie active, ils se disent, mais en fait, il me manque plein de choses. Il me manque plein de choses. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à intégrer assez jeune, de me dire que bon, là, j'ai des connaissances, mais avoir des connaissances, ne pas avoir de réseau, ça me sert à rien, du moins dans mon milieu à moi. Avoir des connaissances et
ne pas pouvoir, par exemple, je sais pas, m'exprimer en public ou être incapable d'exprimer ma pensée parce que j'ai vu, pour ma part, des personnes très cultivées, très intelligentes, enfin intelligente, c'est un grand mot, mais qui malheureusement, en fait, parce que on leur a appris juste de la théorie, etc., n'étaient incapables d'exprimer ce qu'elles avaient envie de dire. Donc, en fait, je pense que hormis la théorie, il faut vraiment accompagner. Attendez, je m'entends. On t'entend parfaitement. Non, mais on t'entend, mais on entend aussi quelqu'un Oui. d'autre. Parfait. Je pense que justement, ce programme de mentoring, c'est nous donner d'autres clés que la théorie, c'est vraiment l'accompagnement, la motivation, croire en soi. Voilà, il y a plein d'autres éléments qu'un cours qu'on peut avoir avec un professeur. Et c'est surtout, même les professeurs que j'ai rencontrés, voilà, il y a des professeurs qui sont justement dans cette démarche, bon, je donne le cours et puis voilà, ils se débrouillent, voilà. Et il y en a d'autres qui justement sont vraiment dans l'accompagnement individuel parce qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités, et je pense que c'est important de prendre cas par cas. Je sais que c'est pas évident parce que souvent ils ont beaucoup d'élèves, donc s'adapter à tous c'est compliqué, mais on n'a pas tous le même rythme d'apprentissage, etc. Et on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc pour moi, ce qu'on apprend à l'école c'est bien, mais l'accompagnement qu'on peut avoir à côté est très important et même c'est quelque chose qu'on pourrait rentrer dans nos écoles justement. Je sais pas, on sait que justement avec le système américain, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Le coaching fait partie justement de ce cursus et je pense qu'en France, c'est ce qui nous manque en fait, se dire que voilà, on peut être coaché à l'école pour d'autres éléments, la prise en parole, la prise de parole en public, voilà, la motivation, croire en soi, etc. Et pour moi, c'est ce qui m'a manqué en tout cas de mon côté. Donc là, tu as abordé le programme de mentoring. Toi, c'est un programme, tu veux qu'il t'apporte quoi? Quelles sont les clés que tu veux que ce programme de mentoring t'apporte? Qu'est-ce que tu attends de ça? Bah, en fait, justement, le défi que moi, là, j'ai actuellement avec mon cursus, c'est que je rentre dans un cursus où je suis absolument novice. Je suis vraiment novice. En fait, je repars à zéro parce que j'ai fait une terminale scientifique, j'ai fait une classe préparatoire scientifique, première S, etc. Donc, je n'ai absolument aucune base en école de commerce. Et le fait de repartir à zéro fait que, sans vous mentir, c'est peut-être une petite perte de confiance en mode, ben, en fait, je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de faire. J'ai du mal à affirmer les connaissances que je suis en train d'apprendre, en fait. Je suis capable d'affirmer d'autres choses plus facilement, mais là, actuellement, en plus, je suis avec des personnes plus âgées. Donc, voilà, c'est ce que j'attends du mentoring, c'est que justement, hormis de m'apporter des connaissances, c'est un soutien, de la motivation, de me dire que c'est possible parce qu'en fait, dans ma famille, j'ai pas forcément, enfin, j'ai pas eu forcément de modèle dans ce milieu-là. Donc, en fait, me dire que ben voilà, quelqu'un peut m'apporter sa vision, comment il s'organise au quotidien, quel a été son parcours, comment il peut me motiver, si j'ai des questions un peu particulières, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Et j'attends vraiment de ça qu'on puisse m'aider. Voilà, faut le dire. En fait, je pense Oui, qu'on un peu de a du confiance mal. aussi, je pense. Voilà, D'accord. voilà. Et puis, ouais, on a du mal à se dire qu'on a besoin d'aide. Moi, je suis la première. Je suis la première. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Et me dire que j'avais besoin d'aide, bah non, je préférais rester dans mon coin. Alors que oui, j'ai besoin d'aide parce que voilà, je commence un nouveau cursus. Je ne m'y connais absolument pas et j'ai besoin d'une aide complémentaire pour y arriver parce que je veux absolument avoir mon diplôme. Et pourquoi pas, en fait, la personne qui va être mon mentor, qui je sais déjà qui c'est, mais bah, qu'elle puisse justement me donner une vision un peu plus lointaine et me dire qu'en fait, ben, là, tu fais ce cursus-là, mais ça se trouve, si tu veux continuer, eh ben, tu peux et on va t'aider pour ça. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont été inspirés par ce discours-là, c'est vrai qu'ils peuvent aller visiter le site, tu le diras Claire aussi, lbementoring.com, parce qu'il y aura plein d'informations, donc ils sont vraiment à votre écoute pour avoir tous les types de mentoring qui sont envisageables. Oui. Ophélie, toi, si on finit par une note un peu plus positive sur l'avenir, qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter avec ces études et ce nouveau départ? Bah, c'est vrai qu'en fait, lorsque j'ai commencé ce cursus, je me suis dit, bon, alors, bon,
je vais commencer, je vais juste faire une année et puis je pense que j'aurai acquis les connaissances nécessaires pour continuer. Et voilà, ça sera peut-être le cas. Mais plus j'avance et justement même ce programme de mentoring, je suis en train de me dire, bon, en fait, peut-être que tu peux continuer. Tu peux continuer, je commence à avoir une autre vision, me dire que, en fait, bon, là, c'est clair que je suis créatrice de contenu actuellement, mannequin. Mais je peux pas en fait, même si j'ai envie d'être mannequin, top modèle, etc., je peux pas prédire l'avenir à ce niveau-là. Cependant, au niveau de mes études, je sais que ben, si j'ai envie, ben, l'année prochaine, je peux entamer un master et puis je peux continuer, et puis je peux continuer à faire des formations, etc. Donc en fait, je me dis peut-être à l'avenir, c'est encore un peu flou dans ma tête pour moi parce que je viens juste de recommencer les cours, mais je me dis qu'au final, pourquoi pas travailler dans des maisons de luxe, voilà, avoir et justement cet aspect un peu plus commercial autre que mannequin. Et ça, sans vous mentir, il y a un mois, j'aurais pas dit la même chose. Mais, mais ça fait partie de mon processus justement qui, même avec le mentoring, me permet de me dire, mais en fait, il y a peut-être quelqu'un qui va t'apporter une aide supplémentaire qui va te permettre d'avoir assez confiance en toi pour te dire que en fait c'est peut-être possible et du coup te dire que dans 10 ans en fait si tu as envie et ben oui tu peux intégrer une grande maison de luxe dans tel secteur, oui tu peux avoir une place dans tel secteur et en fait je vous avoue qu'au début de mon cursus c'était pas mon objectif mais j'aime ce que je fais actuellement. Donc, pourquoi pas continuer. Voilà, je me laisse pas de porte fermée. J'essaye vraiment de suivre mes rêves, de suivre ben, voilà, ce qui me guide et du moment que ça me plaît, je suis toujours partie de ce principe-là. Du moment que ça me plaît, je continue. Si je me sens bien dans ce que je fais actuellement, ben, je reste là-dedans et je continue, et je continue, je continue. Et ben pour terminer, je voulais faire réagir Ramata parce que je la vois dans la petite vignette en haut qui sourit souvent et je voulais te faire réagir Ramata. Est-ce que tu as entendu d'Ophélie? Est-ce que voir des étudiantes qui se relancent comme ça, toi qui es dans la vie active, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu entends Ophélie? Ben, envie de dire bravo et que c'est un super bel exemple. Je trouve que c'est assez marrant parce qu'on n'a pas échangé toutes les deux, mais la notion de rêve, elle est importante pour les deux. Elle est venue assez naturellement. Je trouve que c'est une démarche qui est extrêmement intéressante. Et moi, je dis toujours qu'en fait, on ne cesse jamais d'apprendre et qu'en fait, l'expression même reprendre des études, je me dis, c'est pas qu'elle me gêne, mais je me dis en fait, on doit toujours étudier. Ça ne doit pas être quelque chose où, à un moment de sa vie, on étudie jusqu'à 25 ans et après, on est dans la vie active et en fait, on ne va plus apprendre. En fait, on a toujours des nouvelles connaissances à acquérir. Il y a tellement de nouvelles choses qui se passent aujourd'hui que faire une formation, mais quels que soient les sujets, en marketing digital, en intelligence artificielle ou peu importe, aujourd'hui, tout devient beaucoup plus accessible. Et ce que je trouve intéressant dans son parcours, en fait, c'est le fait que ce soit une formation en ligne. Aujourd'hui, mine de rien, toute cette année passée, ça a été extrêmement compliqué à bien des égards, mais cette digitalisation de l'accès à la formation, ça permet vraiment des facilités qui n'étaient pas envisageables il y a quelques temps. Et donc ça, c'est vraiment une super belle opportunité. Et sur faut pas s'arrêter au bachelor, il faut faire un master, faut faire un MBA, faut aller au bout. Là, c'est que le début du chemin. Là, tu as une route pleine ouverte devant toi. Donc ça, clairement, mais effectivement, c'est bien de commencer par le bachelor, c'est très bien, mais je vois très loin pour toi et je ne me fais pas du tout de soucis. Pleine confiance dans en fait les pierres que tu vas poser petit à petit et on a le droit de s'arrêter et de revenir. Mais c'est important de toujours l'intégrer, de toujours être dans cette démarche-là. Moi, je sais que moi, du coup, c'est plus de la formation que j'ai fait. Mais le fait de retourner à l'école, j'ai eu l'impression de redonner de l'énergie à mon cerveau, en fait, de m'ouvrir les chakras. Ça m'a donné énormément de force et ça m'a permis de réenvisager plein de choses par rapport à ma carrière professionnelle. Bon, pour moi, c'est vraiment quelque chose où chaque fois que je peux faire une formation, que ce soit une formation courte ou longue, peu importe le sujet, j'y vais. Et je pense que c'est super important d'avoir ça en tête et de se dire, en fait, tous les ans, je vais apprendre à faire un truc, en fait. Donc, je dis bravo, merci pour ce témoignage parce que je trouve que c'est plein d'espoir, en fait. Ça donne envie, en fait. Ça me donne envie de reprendre les cours. C'est l'essentiel. En tout cas, merci à toutes les deux. Du côté de l'équipe LBE Mentoring, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Ophélie ou alors même à Ramata, hein, elle est encore là, donc n'hésitez pas. Bonjour tout le monde, vous m'entendez?
Ouais, on t'entend. Oui, bonjour, c'est Tatiana. Moi, je vais aussi répéter ce que Ramata a dit exactement. C'est vraiment un bel exemple de persévérance et d'optimisme pour reprendre, pour continuer dans ses études. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de décrochage scolaire. Quel message, toi, aujourd'hui, positif, tu donnerais justement à certains étudiants aujourd'hui qui veulent faire des études, qui veulent continuer, mais qui n'arrivent pas à trouver leur voie, euh, et qui ont même perdu foi aux études et qui se disent non, c'est pas pour moi, je préfère directement travailler, comme ça au moins, voilà, c'est mieux pour moi. Quel message tu leur donnerais justement pour reprendre le chemin des études avec autant d'optimisme et de persévérance? Non, je dirais que certes, ben, on a tous on est tous faits pour quelque chose. Pour moi, on est tous faits pour quelque chose. Il est vrai que continuer des études pour un domaine qui nous plaît, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et que dans tous les cas, le plus important, c'est de trouver sa voie. Et si jamais, par exemple, je sais pas, il y a des jeunes qui, au final, se disent bon, je dois absolument faire des études parce que voilà, mes parents m'ont dit ou parce que les professeurs m'ont dit, etc. Le plus important, c'est qu'une fois que vous avez qu'ils ont trouvé leur voie, qui puissent se former pour être justement la meilleure version d'eux-mêmes dans cette voie-là. Mais par contre, je ne pousserai pas une personne qui justement se sent bien dans la vie active et se sent bien dans la vie professionnelle et se sent épanouie comme ça, à reprendre un cursus qui lui demande des heures et des heures d'investissement, si pour lui, travailler, c'est ce qui l'anime en fait. Donc je dirais juste que pour les personnes qui souvent perdent leur motivation pendant leur cursus, c'est se demander pourquoi. Est-ce que justement c'est l'environnement dans lequel ils sont, peut-être qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions, et à ce moment-là, demander de l'aide. Est-ce que c'est au contraire, peut-être qu'ils ne se rendent pas forcément compte que ce qu'ils font, ça ne leur plaît pas, et si ça ne leur plaît pas, eh ben, qu'ils puissent justement demander de l'aide pour changer de cursus et trouver quelque chose qui leur plaît plus. Parce que des fois, ils se disent, bah non, en fait, j'ai commencé quelque chose, donc je dois aller au bout. Mais si c'est pas fait pour vous, il ne faut pas s'entêter. Il y en a certains, ils ont sûrement mon âge, ils ont 20 ans et quelques. On a toute la vie devant soi, et même si vous avez envie de changer de métier quand vous avez 35 ans, vous pouvez. Donc en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, faut se demander pourquoi on se sent pas bien dans sa formation. Et à ce moment-là, demander de l'aide en fonction de ça. Donc pour toutes les personnes qui perdent leur motivation, j'imagine pour ceux à cause du Covid, etc., malheureusement, la situation fait que c'est très, 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 très compliqué pour tout le monde. Maintenant, pour les personnes hors cette période-là, si jamais vous vous sentez pas bien dans la formation dans laquelle vous êtes, soit changer, soit rentrer dans la vie active. Et pour ceux qui sont déjà dans la vie active, ils se disent, bon, c'est pas trop pour moi les études, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas trop pour vous les études, ou voilà. En fait, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, ne pas forcément pousser quelqu'un dans un gouffre à lui dire bon, faut que tu fasses des études, faut que tu fasses des études si c'est pas fait pour lui. Mais justement, si la personne elle est en plein dans ses études, se poser la question, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi? Et le plus important, c'est que ce que vous faites actuellement, vous devez aimer ce que vous faites. Voilà, ne vous forcez pas à faire quelque chose, vous allez le regretter quand vous avez 40 ans, vous allez tout plaquer et vous allez tout plaquer, vous allez avoir changé de vie. Non, mais c'est vrai, il y a énormément de personnes qui font des choses comme ça, qui se disent bon, bah, je suis dedans, donc je continue. Mais au final, le plus important, c'est d'être heureux dans ce que vous faites, et notamment dans la vie professionnelle. C'est hyper important. Donc voilà, demandez de l'aide si vous ne vous sentez pas bien dans le cursus dans lequel vous êtes. Et de toute façon, je pense que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'elles ont besoin de soutien, et que dans tous les cas, félicitations pour leur démarche, et que voilà, et que tout le monde est là pour ça, pour les aider et à atteindre leur objectif. Eh bien, parfait, je pense que ce sera le mot de la fin. Je sais pas ce que t'en penses, Claire, mais je n'aurais pas dit mieux. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci beaucoup Ramata, merci beaucoup Ophélie pour vos interventions.